Dans le sujet, puisqu'on est un petit peu au-delà, puis vous savez qu'il y a d'autres, un programme de festivités, il y a l'inauguration de l'exposition qui suit, ce qui va me dispenser de faire des remerciements, parce que je sais qu'il faudra en faire tout à l'heure, donc je ne vais pas les faire maintenant. Cette image a été faite hier pendant le montage de l'expo, et on va tout de suite rentrer dans le sujet, si vous voulez bien. Le sujet, vous l'avez peut-être vu sur le... voilà, le livre et son univers. Alors, avertissement, un univers c'est gigantesque, l'univers du livre et de tout ce qui a trait au livre, aux écrivains, à l'imprimerie, au papier, etc. est encore plus gigantesque. Donc forcément, j'ai fait des choix. Il y en a un déjà essentiel qu'il faut bien comprendre, je ne vais pas du tout parler de livres de photos, parce que ça c'est encore un autre domaine. Je vais parler de livres, de lecture, et puis, comme pour ceux qui connaissent un petit peu les conférences que je fais, comme toujours, il y a des associations qui vont être faites, parfois c'est chronologique, parfois une idée me renvoie vers quelque chose d'autre. Donc, vous voyez quand même là, c'est une image récente dans mes images de livres que j'ai faites, puisqu'elle a été faite fin août, près de la Grande Bleue, sur une plage très tôt le matin, à Valras plage, et on trouve déjà une bibliothèque qui devient la tête de ce cycliste, et vous verrez, on va retrouver d'autres cyclistes d'ailleurs dans la présentation. Voilà. Donc, quand même, puisqu'il faut commencer par un début chronologique, vous savez que j'aime l'histoire de la photo, le premier livre de photographie, mais aussi c'est le premier livre photographié, c'est Pencil of Nature, donc le crayon de la nature, de Henry Fox Talbot, qui était un des grands inventeurs de la photographie, parallèlement à Niepce et à une moindre mesure, je dirais, Daguerre. Mais en tous les cas, Talbot et ses calotiques, des négatifs papier. Et figurez-vous, donc c'était des fascicules. Il a mis plusieurs années, il y a 6 fascicules. Il en reste très peu d'exemplaires originaux. Il y en a un au musée Niepce à Chalon, je vous conseille d'aller le voir si vous avez l'occasion d'aller là-bas. Et dans ce livre, parmi toutes les photos, alors Talbot il a exploré, c'était tout nouveau, vous imaginez la photographie, donc ça peut être du paysage extérieur, une boule de foin, une ombre sous une échelle, et des natures mortes, ce qu'on appelle maintenant des natures mortes, mais aussi dans ce bouquin Pencil of Nature, vous allez trouver une représentation déjà dans ce tout premier livre d'une bibliothèque. Et donc, vous voyez l'importance du livre dès le départ. Alors, parmi les choses très primitives, vous voyez, vous avez ici des photographies d'écrivains Allan Poe, 1849, ce qui veut dire que dès le début aussi, vous savez que la photographie a démarré surtout avec le portrait au 19e, et les portraits d'écrivains intéressaient aussi. Wendell Phillips a aussi écrit, mais il est surtout connu pour son rôle en tant qu'abolitionniste. Donc Edgar Allan Poe, alors vous allez voir, c'est typiquement le genre de saut que j'aime bien faire. Voilà un bouquin, vous voyez, beaucoup plus moderne. Cette image a été faite il y a environ 1 mois ou 1 mois et demi, et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. C'est l'intégrale d'Edgar Allan Poe. Vous voyez apparaître derrière comme Zola, que l'on retrouvera également. Mais retenez cette image d'Edgar Allan Poe, vous allez être surpris. Alors, 2 très importants photographes, Octavius Hill et Adamson, c'était 2 Écossais qui ont créé un studio photo, et vous voyez que dès le départ, eux-mêmes s'auto-représentent. Les calotypes, c'est donc ce qu'on appelle maintenant des négatifs papier, si vous voulez, c'est le procédé vraiment primitif de la photographie, et déjà, ils se figurent eux-mêmes avec des livres. Et ça paraît très moderne, et pourtant c'est une image de 1855. C'est le moment où le collodion sec, ce qu'on appelle le procédé au collodion, qui est un produit chimique très particulier, mais sec, et non pas le wet collodion qui ensuite s'est généralisé. Plaque stéréoscopique, vous savez qu'à l'époque on faisait souvent des images en stéréo, avec 2 objectifs légèrement décalés, on pouvait avoir 2 images que l'on regardait après avec une lanterne pour avoir l'impression de relief. Eh bien, qu'est-ce qu'on figure 1855, on est vraiment au tout début de la photographie. Eh bien, un gamin qui semble absorber, en fait, il n'est pas absorbé du tout, parce qu'il fallait surtout qu'il tienne la tête pour ne pas bouger, parce que les temps de pause étaient très longs, donc sinon il serait complètement flou, mais on lui a collé un livre quand même. C'est une image qui est conservée au musée d'Orsay, qui est assez étonnante, parce que par certains côtés, elle paraît très moderne, mais bon.
elle ne l'est pas du tout, et on va retrouver le livre chez les enfants, vous voyez, alors, typique des photographies, 1862, 19e siècle, hein, le moment où apparaissent aussi ce qu'on appelle les portraits cartes de visite. On va, évidemment, on ne fait pas de photographie chez soi, on va au studio chez le photographe, et de quoi on a besoin? Ben, on a besoin de surélever les enfants, ça c'est déjà une première chose, parce que sinon ils sont trop bas, et puis un pilier pour appuyer, pour éviter le mouvement, et le rôle du livre, qui a à la fois un rôle extrêmement utilitaire de caler, de permettre un endroit où on pose le coude ou le bras de la gamine, mais évidemment aussi avec la signification sociale sur l'instruction, l'éducation et tout. Hein, je veux dire, c'est le moment où se faire photographier avec un livre veut dire qu'on a accès à un certain monde de la culture. Alors, vous voyez que parfois il y a même des familles entières qui sont portraiturées, c'est une photo d'Olympe à Guadeloupe, dont le sujet, alors là c'est un photographe qui commence à figurer, le titre de son œuvre c'est La lecture. Et donc il met en scène, comme ça, l'ensemble de la famille, avec quelqu'un qui lit et les autres qui ont l'air passablement ennuyés, mais le titre, ça reste quand même La lecture. Vous aviez vu le petit Zola qui était caché derrière Edgar Allan Poe dans une bibliothèque très moderne. Alors Zola était quelqu'un qui a beaucoup pratiqué la photographie et qu'il a pratiqué à la fois, je dirais, ce qu'on appelle la photo de famille. Il a beaucoup photographié ses enfants, mais il a aussi photographié chez lui, et il s'est photographié son propre hommage. Vous voyez, le côté un peu narcissique comme ça, et un daguerréotype qui le représentait, lui, enfant. Donc là, on a du Zola en 3 dimensions, si je puis dire, puisqu'on a à la fois les bouquins, son médaillon, sa récompense et sa photo en tant qu'enfant. Mais les photos de Zola sont assez intéressantes. Il a fait pas mal de dessins, et on sait qu'il s'est beaucoup intéressé aux techniques, hein, le chemin de fer, enfin, tout ce qui bougeait, je dirais, au XIXe siècle. Et c'est étonnant, il a écrit l'œuvre qui est dans les Rougon-Macquart, qui concerne la peinture, mais on n'a pas d'ouvrage consacré à la photographie. Ça donne envie de l'écrire et de se glisser dans les Rougon-Macquart, si on en était capable, ce serait très bien. Mais c'est un petit peu tard. Alors, 1901, le peintre Édouard Vuillard et le prince Antoine Bibesco dans le train. Le mot important, c'est dans le train, parce que ça veut dire qu'on commence à sortir du studio. La photographie, 1901, vous savez, vers 1895, c'est Kodak, les premières plaques, je dirais, transportables qu'on peut développer après et tout. Et là, ce qui est intéressant, c'est photographie en extérieur. Mais qu'est-ce qu'on photographie dans le train? Des gens qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent dans le train. Voilà. Donc, toujours le livre qui est au centre de la vision des photographes. Alors, cette période du début du siècle, c'est ce qu'on appelait le pictorialisme. Enfin, il y a tout un mouvement en photographie qu'on a appelé le pictorialisme, des gens qui voulaient, des photographes qui surtout souhaitaient être vus et considérés comme des peintres, puisqu'on avait dit, bon, la photographie c'est un truc technique, il y a juste une boîte qui enregistre des images, mais c'est pas un art. Donc il y a tout un mouvement de photographes que l'on a nommé d'ailleurs ensuite les pictorialistes, qui eux cherchaient à faire comme les peintres, donc avec des procédés au pinceau, des choses comme ça. Donc là on a l'exemple d'un cyanotype. Vous savez, le cyanotype, parce qu'on en voit beaucoup en ce moment, c'est devenu un truc de mode, loisir créatif, etc. Tout le monde fait des cyanotypes, mais à l'époque, donc c'est pas juste une précision, les gens pensent souvent que c'est un procédé argentique, parce que c'est pas du numérique. Non, c'est pas du tout argentique, il n'y a pas un poil d'argent dans le cyanotype, c'est des sels de fer. C'est d'ailleurs pour ça que c'est bleu. Hein, le bleu, ça vient du fer, du sel de fer. Donc, cyanotype de l'époque, et évidemment, on représente quelqu'un de nouveau en train de lire, qui est la position aussi voilà, de la rêverie. On en parlera tout à l'heure au sujet de l'exposition. Le livre, c'est aussi le voyage, mais le voyage de l'intime, le voyage intérieur. Alors, je parlais des cartes de visite tout à l'heure, qui se sont beaucoup développées sur la deuxième moitié du 19e, grâce à d'ailleurs un photographe qui s'appelait Disdéry, qui en a lancé un peu le principe,
un appareil qui prend plusieurs photos à la fois. Et vous voyez que quel que soit le type de personnage représenté, on a toujours, presque toujours, un livre, enfin évidemment, puisque là sur ce thème-là, j'ai choisi ces cartes de visite, mais je peux vous dire que j'en ai beaucoup, j'en ai toute une collection, et que sur la plupart, on trouve les gens avec leurs livres, qu'ils tiennent comme si vraiment c'était l'élément qui allait définir leur place sociale. Alors c'est parfois en groupe, vous voyez, mais il y a toujours le livre, et toujours cette fonction quand même de l'appui, hein. On n'oublie pas, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait d'un livre? Bon, parfois on le lit, mais le plus souvent il est posé et permet de stabiliser quand les temps de pause vont être encore relativement longs. Et ça confère aux gens cette attitude aussi un peu majestueuse. Nous, on est inondés dès notre naissance, et même avant, avec les échographies de photographie, mais il faut quand même bien resituer, ne jamais oublier que ces gens-là faisaient une ou deux photos dans leur vie. Je veux dire, c'était quelque chose qui était totalement et relativement impressionnant pour un certain nombre de gens qui n'avaient, enfin pour la majorité des gens qui n'avaient pas eu accès à la peinture, évidemment, celle-ci étant réservée à la noblesse, à l'armée et au clergé. Donc, pour beaucoup de gens, c'était la première occasion d'avoir leur propre image et de la partager. Et là, on retrouve peut-être quelque chose que les partages des réseaux sociaux et tout ont peut-être su, enfin, faire revivre d'une autre manière, la question de on partage notre image. Voilà, encore quelques cartes de visite, alors en groupe, seul et tout, mais vous voyez toujours cette présence. Ça fait partie, ça fait exister les gens plus forts. Et avec l'évolution de la technique, on ose se projeter à l'extérieur, on commence à pouvoir aller faire des images en extérieur et on va sortir, là aussi, le livre ou le journal ou la lettre que l'on va lire devant les autres gens de la famille. Hein, donc c'est vraiment cette évolution aussi d'une photographie qui va commencer à aller vers les familles et chez les gens et sortir du studio. Et elle fait sortir le livre en même temps. Et puis il y a des périodes, vous connaissez, les périodes dures de la guerre, et toutes ces fameuses cartes postales faites à l'occasion, enfin pendant la guerre de 14-18, où les petites filles, les enfants envoyaient, généralement les filles, ou les fiancés évidemment, à leur poilu qui était au front et qui était au fond de sa tranchée, de jolies cartes avec de jolis petits mots, et montrant l'enfant qui a appris à écrire et peut écrire à son cher absent, c'est-à-dire à son père probablement, des cartes qui arrivaient plus ou moins d'ailleurs, mais enfin quand elles arrivaient, étaient une occasion de partage et de fête pour les poilus. Ça va au niveau son, vous m'entendez suffisamment? D'accord, ok. Alors, je vous ai dit, j'aime bien de temps en temps confronter les choses, donc tout au gré de la conférence, à certains moments, vous allez trouver 4-5 images plus récentes, alors que j'ai choisi dans un corpus. Il y a eu une commande en 1989-90, une commande nationale autour de la lecture publique qui a demandé à des photographes d'illustrer des situations de lecture. Comme ils le voulaient, ils avaient carte blanche et c'était une commande nationale sur la lecture. Donc ici, une photo de Pierre-Olivier Deschamps. Donc c'était accompagné de petits textes. Les gens avaient toute liberté. Mais comme ça nous éloigne un petit peu des cartes de visite. On voit apparaître l'ordinateur, les ordinateurs des années, la forme du Macintosh traditionnel des années 90, début des années 90, les toutes premières machines. Mais il s'agit toujours de lecture. Photographie d'Agnès Gounod, qui a travaillé à la Comédie Française, sur des images faites à la Comédie Française, au lieu de la lecture, bien sûr. Et encore une image d'Agnès Gounod. Voilà, le marché du livre aussi, par Guyane. Donc c'est une commande, ils avaient toute liberté, c'est pour ça qu'on trouve des situations extrêmement différentes. Et on replonge, on revient dans notre 19e siècle. Alors là, on voit apparaître le livre à la fois lié à ce qu'on a appelé les vanités, si vous voulez, quand la photographie s'intéresse aux natures mortes, et même très mortes sur l'image de droite, mais vous voyez qu'elle a aussi ce rôle de calage, comme ça, et puis d'un crâne, c'est une tombe gauloise, et on l'associe au livre pour le faire tenir en équilibre et permettre au photographe de
faire son image. Donc, parfois des usages un petit peu surprenants du livre. J'en ai repéré un autre qui m'a beaucoup amusé, c'est sur une photographie qui figure un atelier de peintre, et si on regarde le détail, c'est en fait un détail d'une photographie dans l'atelier du peintre. On voit que le modèle, on lui a collé des livres en dessous pour lui permettre d'avoir une position de talon peut-être un peu moins fatigante. Donc c'est pas forcément là qu'on imagine la destination du livre, mais quand on regarde bien comme ça, on trouve ce genre de petites choses. Alors, les portraits d'écrivains, on avait vu tout à l'heure Alan Poe, vous le connaissez, c'est marqué, vous le connaissez sûrement. Honoré de Balzac, donc ça c'est un portrait. Alexandre Dumas, je ne le présente pas, je pense que vous le connaissez. Donc ça c'est un portrait de Nadar, hein, celui-ci de Dumas. Alors Baudelaire par Nadar, alors c'est un Baudelaire un peu avachi, qui est titré Charles Baudelaire au fauteuil, comme on dit, et on connaît davantage ce portrait-là, qui est de Nadar aussi, et je crois qu'on connaît encore davantage, j'en suis pas sûr, mais celui-ci, qui est le portrait par Carja. Donc vous voyez, les écrivains servaient de modèle à des photographes, à des grands studios de photographes, des studios de grands photographes, comme vous voulez, Carja, Nadar et tout, c'était vraiment les grands studios parisiens, et les gens de la littérature, les gens de la culture, bien sûr, allaient se faire portraiturer. Georges Sand par Nadar, ce portrait très très connu. Je les montre parce que je suis sûr que tout le monde les connaît, ces portraits, c'est devenu ce qu'on appelle des images un peu iconiques par certains côtés. Et ici, vous avez la famille Nadar, Nadar lui-même, enfin Nadar le père, parce qu'il est toute une génération, et Ernestine, sa femme, et le petit Paul, qui va reprendre le studio photo après également. Et vous voyez que là aussi, on a donné à Paul un bouquin, ça fait partie absolument du rituel. La photo, comme toujours, les coordonnées sont les plus mal chaussées, les photographes sont les plus mal photographiés, vous voyez que c'est extrêmement approximatif son cadrage et tout, mais il n'a pas oublié quand même de coller le bouquin au petit Paul. Ici, une post-mortem archi connue, hein, celle de Victor Hugo sur son lit de mort, donc encore un écrivain, mais cette fois-ci qui ne risquait plus de bouger. Hein. N'oubliez pas que les photos post-mortem, une des raisons pour lesquelles elles étaient très en vogue, outre le fait de garder la mémoire, c'est que c'était extrêmement pratique de photographier quelqu'un qui ne bouge plus par définition, qui est mort, et que donc ça permettait d'ajuster le cadrage très bien et tout. Donc on appelait un photographe très vite, dès qu'il y avait un décédé, on demandait à un photographe de venir faire le post-mortem. Alors, cet homme à l'écharpe, c'est une image très connue aussi, voilà, Mallarmé. Alors je dirais là aussi, ce qui est important, c'est l'écharpe, parce que c'est ce qu'on a retenu, et puis, enfin le châle, je crois, c'est le titre d'ailleurs, et puis, vous voyez, là aussi, des bouquins, et il écrit, on est au cœur de notre sujet, écrire, lire, les lignes, tout ça, ça se rejoint, ça converge. Alors, celle-ci, c'est une des dernières cartes de visite que je vais vous montrer, mais là aussi, on voit quelqu'un avec un livre. Mais ce qui m'a amusé, c'est le dos, ce qui a marqué au dos, parce qu'il y a cette mention. Alors, intéressant que Gustave Lancelot, il est dessinateur photographe. Ça va, beaucoup des gens qui sont devenus photographes étaient dessinateurs avant, mais surtout cette belle phrase, seul représentant du Panthéon de l'ordre impérial de la Légion d'honneur pour le département de l'Aube. Voilà, donc vous avez le seul représentant de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, qui est le photographe, hein, pas le modèle en l'occurrence. Donc c'est presque plus important le verso, parfois, que le recto. Adolphe Thiers, dont on connaît l'histoire, avec ses bouquins aussi. Et je vous ai parlé de ce photographe qui avait eu cette idée de faire des cartes de visite, de ramener le format des photos à beaucoup plus petit, puis d'en faire 4 d'un coup avec des multi-objectifs et tout, c'est Disdéry. On voit là avec un album, parce que c'était un très très bon commerçant. Disdéry, c'est un bon photographe, mais surtout un très bon commerçant. Et voilà, je voulais quand même en parler. Les gens, imaginons au 19e, ils vont se faire photographier, on leur donne un livre
Mais chez eux, ils ont très peu de livres. Et quand alors ils ont quelques gravures, et puis ils ont très peu de livres. Alors on commence, les feuilletons arrivent par les journaux et tout. Par contre, souvent, ils vont acquérir des albums de photos. On peut considérer que c'est une forme de livre. Et Disdéry était un spécialiste de ça. Et ces albums, si vous voulez, c'était un peu comme les pastilles, enfin comme les petits timbres, je sais pas, les collections là, de footballeurs, ou je sais pas, de cyclisme, Tour de France qu'on avait quand on était gamin et tout, ou les images dans les tablettes de chocolat, on pouvait les constituer petit à petit. Et quand on voit le catalogue de Disdéry, c'est assez intéressant. Vous voyez, vous avez, je sais pas, 53 photos de la famille de l'empereur, 14 ministres, 8 maréchaux, 120 généraux, et puis on trouve quand même 12 de théâtre italien, 49 sommités d'âmes. Alors ça, je laisse, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez pour ces célébrités, les célébrités anglaises, espagnoles, enfin vous voyez. Et donc, les gens pouvaient acheter des séries ou ce qui leur manquait dans leur collection et les glisser dans les albums, qui étaient des très gros albums avec des ferrures, etc. Et puis ils constituaient petit à petit leur livre, leur album comme ça. Alors, de nouveau, on retrouve notre commande publique avec une photo de Vinay dans le métro en 1989, c'était l'année de la commande publique sur la lecture. Donc les gens lisent dans les moyens de transport, bien sûr. Voilà, encore la lecture à la plage, hein, avec la petite citation, une photo de Bernard Descamps. Cailleux-sur-Mer. Hugues de Wurstenberger, qui a été longtemps à l'agence Vue, là il a travaillé sur la rédaction du Parisien libéré. Donc là on voit un journaliste au travail, un rédacteur au travail. On voit surtout ses semelles d'ailleurs. Et encore une photo de Bernard Descamps à l'imprimerie nationale. Voilà. Et tout à l'heure je vous avais dit, on a vu Edgar Allan Poe, là vous connaissez cet homme, certainement, Oscar Wilde, hein, qui est connu, voilà, pour ses... Alors on le voit aussi portraituré comme ça, et je vous avais dit, retenez bien l'image du bouquin d'Allan Poe dans une librairie, une bibliothèque très moderne dans ma petite ville de Baume-les-Dames. Eh bien, vous voyez que Oscar Wilde a rejoint Edgar Poe. Mais regardez bien l'intégrale, ce qu'elle est devenue. Il n'y a rien qui vous frappe. L'intergale. Oscar Wilde, l'intergale. Dans des magnifiques volumes reliés. Vous voyez, les gens qui mettent ça dans leur bibliothèque, c'est incroyable. Alors voilà pourquoi tout à l'heure je vous avais saucissonné Edgar Poe pour qu'il vous prépare à trouver cette intergale illustrée d'Oscar Wilde. Alors Oscar Wilde étant un peu hors des normes comme on le sait, peut-être que c'était normal pour lui qu'on lui réserve une intergale et non pas une intégrale. Mais c'est assez, dans ce genre d'édition qui est quand même, qui se veut de la belle édition et tout, c'est assez surprenant. Et puisqu'on a parlé d'anglais, d'américain, d'anglo-saxon, et que faisons l'équilibre, puisque nous avons des empires de chaque côté, eh bien ici, vous le connaissez peut-être, c'est un russe bien sûr, Tchekhov, voilà, que je voulais aussi montrer avec son bouquin, et j'allais dire le grand et le gras Tolstoï, puisque en russe Tolstoï veut dire gras, sur son lit, il a 80 ans quand même. Et vous voyez qu'il vit au milieu de ces bouquins, notre ami Tolstoï. Rien à voir avec Tolstoï, vous connaissez? Gide, voilà. Bon, ben c'est fantastique. Et je reviens quand même du côté des Russes, une très belle image d'un photographe que j'aime beaucoup, Rodchenko, c'est lui qui est l'auteur de cette photo, et cet écrivain c'est Ossip Brik. Et Rodchenko, c'était un constructiviste, bon, vous voyez, c'est vraiment la période très forte qui suit la révolution soviétique, et tout son travail d'image est comme ça extrêmement construit. Et ayant eu la chance, il y a 2015, ça fait donc 10 ans exactement maintenant, d'aller au Liechtenstein voir une exposition consacrée à Rodchenko, au photographe Rodchenko. Mais Rodchenko n'était pas que photographe, il était aussi typographe, bien sûr, affichiste, mais aussi concepteur, ce qu'on appellerait maintenant de design. Et dans ce musée, dans cette exposition Rodchenko à Vaduz,
ils ont reconstitué le Rabochi Club, ce qui veut dire littéralement en russe le club du travailleur. C'est-à-dire que dans les usines, alors Rodchenko avait dessiné un lieu de pause pour les travailleurs installés dans les usines, et ce lieu de pause incluait, vous voyez, une bibliothèque. Double lien avec la question de la lecture, etc. Il avait envisagé, on voit les plans, à la fois c'était de la cantine, les gens pouvaient manger, se reposer un peu, mais il y avait toujours une bibliothèque pour permettre l'éducation des masses. Voilà. On quitte Rodchenko et les soviétiques et le Liechtenstein, il n'y a plus grand rapport d'ailleurs entre l'Union soviétique et le Liechtenstein, pour retrouver la très grande Virginia Woolf, voilà. Alors ça, c'est pas le portrait le plus connu d'elle, mais c'est un beau portrait qui est dans un de ses albums personnels. C'est-à-dire que ça a été fait chez elle, à Monshaus, là où elle a vécu assez longtemps, et par quelqu'un, un proche. Et ici, on la retrouve, ici photographiée par Man Ray en 1934. Et tout à l'heure, on la retrouvera dans un des portraits les plus connus par Gisèle Frey. Mais voilà, alors on la voit un peu évoluer dans le temps. Alors, même époque, 29, Jean Cocteau, photographié par Germaine Krull. Alors, Germaine Krull est une photographe importante. Vous voyez, Man Ray, Germaine Krull, ce sont des gens qui. Ça veut dire que les photographes, quand ils ont commencé à vraiment prendre la mesure de leur art, ont su aussi voir l'importance qu'il y avait de réaliser des portraits d'écrivains. Alors, un grand photographe français dont les initiales sont en 3 lettres, que vous connaissez sûrement, HCB, ça vous dit quelque chose? Henri Cartier-Bresson, qui photographie Faulkner en 1947 au Mississippi. Donc vous voyez, quand je vous dis, les plus grands photographes se sont intéressés, et encore un portrait par Cartier-Bresson, Paul Léoton, très connu, 1952. Apparemment, ça rend heureux les écrivains d'être écrivains. Sauf, pas toujours. Vous voyez, par exemple, vous reconnaissez Jean Genet, il n'a pas l'air si heureux que ça. Et pour ceux qui aiment la technique photo et tout, certainement, ils reconnaissent les petits liserés qui montrent que c'est un plan film, un contact de plan film 20-25 sur un fond blanc, et qui a un très grand portraitiste. Quel est le grand photographe portraitiste qui travaille à la chambre 20-25 sur des fonds blancs? Richard Avedon, qui est très connu pour ses portraits de l'Ouest américain et tout. Mais Richard Avedon avait rencontré Genet, il avait fait ce portrait intéressant et souvent aussi comme ça fractionné avec un morceau d'image. Alors, je vous montre là des fascicules, vous voyez, c'est une sorte de magazine, sauf que ça porte le nom La France travaille, et c'est en fait un photographe, François Collard, qui a décidé de faire un tour de France aussi bien de l'agriculture que de l'industrie, etc. À une époque où on avait encore, on commençait à voir dans les magazines, enfin dans les supports, j'allais dire, de journaux, une place importante pour la photographie. Et donc, là, il y a tout un ensemble, il a travaillé pendant plusieurs années, mais il y a un ensemble qui est consacré, et quand on parle du livre, il ne faut jamais oublier ça, à l'imprimerie. Donc on voit, il est allé photographier dans des imprimeries, ici, les gravures d'un cylindre, la sortie de la fondeuse et tout. Donc on est en 31, c'est évidemment encore l'impression, les imprimeries, ce qu'on appelait les industries du labeur, l'imprimerie traditionnelle, qui a survécu très longtemps. Vous voyez ici un appareil de reproduction pour justement reproduire les documents et les mettre à format pour les inclure dans les bouquins. Donc tout ça sont des images de François Collard, réalisées comme ça. Alors il y a aussi le métier de la reliure, qui est un métier évidemment lié au cuir, au livre, et la dorure sur cuir aussi, qui fait partie, qui est le nec plus ultra de la reliure. Et ici une machine qui existe encore dans beaucoup d'imprimeries, qui sont les couseuses, qui, quand on fait des jeux de livres, évidemment, ils sont les cahiers, ce qu'on appelle les cahiers à l'intérieur du livre, sont cousus. Et on voit ici des ouvrières avec des masses comme ça de papier. Et un métier qui a pratiquement disparu, la photogravure, c'est-à-dire la retouche en photogravure, mais qui
que absolument tous les supports, journaux, livres, etc., dès qu'il y avait de l'illustration, on était obligé de faire. Donc tout ça apparaît dans La France travaille de François Collard, dans le volume consacré, le fascicule consacré à l'imprimerie. Alors, l'imprimerie, les bibliothèques, il a aussi travaillé sur les bibliothèques, comme c'est toujours François Collard, c'est dans un autre fascicule. On voit ici la bibliothèque de la ville de Dijon, l'ancienne bibliothèque, la bibliothèque nationale à Paris, et voilà la salle de travail là, de la bibliothèque nationale. L'autre, c'était la bibliothèque d'Aix-en-Provence. Et une très grande portraitiste et photographe, Gisèle Freund, qui est juive allemande d'une famille très bourgeoise, née en 1908, en 1933, au moment de la montée du nazisme. Elle décide de venir en France. Elle fait une thèse sur la photographie, première thèse mondiale consacrée à la photographie. Personne ne s'était encore vraiment intéressé à l'histoire de la photographie. Et puis après, elle a eu la chance de rentrer et de connaître, enfin, elle a eu la chance, elle a fait aussi des reportages très sociaux en Irlande, etc., sur la classe ouvrière. Mais en venant à Paris, elle s'est beaucoup intégrée au monde de la librairie d'Adrienne Monnier, Sylvia Biche. Là, on voit James Joyce, dans cette librairie, qui était le cœur un peu de la littérature des années 30. Gisèle Freund est très connue. Alors, elle est venue chez moi. Vous entendez? J'ai fait cette photo qui est aujourd'hui devenue le symbole de Malraux, avec les cheveux au vent. Et il parlait beaucoup, la petite cigarette dans sa bouche. Il me racontait déjà à cette époque des choses extraordinairement intéressantes sur la photographie et l'art, ce qu'il a publié 30 ans plus tard. On va décrire voilà. la photo. Donc cette photo très très connue de Malraux, dont vous savez qu'elle a été reprise dans une publicité il y a quelques années, après les lois sur le tabac, et il y a eu toute une histoire parce qu'on a voulu l'utiliser pour une publicité, et il a fallu enlever la cigarette de Malraux, ce qui enlève le sens même de cette photographie, enfin je veux dire, voilà. Et donc vous avez pu entendre suffisamment la leçon de Gisèle Freund? D'accord. Ok, merci. Alors, Jean, oui. Le timbre au poste a été censuré aussi. Oui, le timbre, oui, ils ont aussi coupé Ils ont sorti le timbre sans le mégot. D'accord, ouais. Oui, c'est absolument incroyable, cette manière de refaire les choses, voilà. Alors, elle a énormément photographié à cette époque-là, et vous voyez, elle a photographié en couleur avant-guerre. Elle a été une des premières utilisatrices aussi de diapositives Kodachrome à la librairie, donc elle rencontrait les gens souvent à la librairie d'Adrienne Monnier ou de Sylvia Biche, et elle les a à peu près tous rencontrés, et elle tenait ses cahiers comme ça. Alors vous avez Gig, Théo van Dusselberg, Colette, c'est des portraits souvent très connus, Claudel en 1939, et elle gardait comme ça les images, donc je vous montre parce que j'ai la chance d'avoir le facsimilé de ces cahiers-là, et c'est toujours assez émouvant. Jean Cocteau qui était presque toujours mis en scène, vous voyez, avec quelque chose, avec les livres du Marquis de Sade, avec l'enseigne sous l'enseigne d'un banquier, Monterland, une autre Colette en 1939, enfin une autre, la même Colette mais une autre photo. Voilà, alors Malraux, vous voyez l'écart qu'il y a entre le Malraux de la période guerre d'Espagne et le Malraux de 68 à la lanterne, mais comme elle a dit dans cette petite phrase que je vous ai sélectionnée, il disait des choses intéressantes et qu'il a repris après dans ce qu'il a écrit, et entre autres dans son fameux texte sur le musée imaginaire, qui est au niveau de l'art et de la manière d'associer des images de l'art, entre autres des photographies, est un des livres les plus intéressants sur la manière dont la photographie peut être auxiliaire de l'art. Et donc Malraux en 1939, Mauriac, René Char. Alors bon, je ne vous les montre pas tous, mais il y en a tout encore les derniers pour terminer, parce qu'il y a Yourcenar aussi, Adrienne Monnier, vous voyez ce charmant petit visage, Marguerite Yourcenar encore, au bord de l'océan, Breton, Henri Michaud, Duchamp, et toujours ce visage creusé sur les deux images Duchamp. Alors là, on trouve tous nos classiques Aragon avec Elsa, Paul Éluard, Breton de Nouveau, Romain Roland, Valérie, image très très connue de Valérie aussi, celle-ci, de ce portrait, c'est celui qu'on ressort régulièrement.
plus récent, 62, vous voyez, 74. Elle est morte en 98, si je me rappelle bien, Gisèle Freud. Et elle a photographié encore très tard. Walter Benjamin, ça c'est intéressant parce que Walter Benjamin a été le premier qui a écrit la petite histoire de la photographie, alors que Gisèle Freud avait commencé sa thèse sur de la photographie, qui est intitulée De la photographie. Et Stéphane Zweig, donc les suicidés, qui se retrouvent à peu près sur la même ligne. Quand on écrit, il y a aussi, évidemment, c'est important le lieu où on écrit. La table, c'est une image qui m'a toujours troublé beaucoup, la table de travail de Virginia Woolf, qui est à la fois si paisible et qui évidemment ne l'est pas quand on sait le destin de cette femme. Voilà, la table de travail avec son cahier, son carnet. Une petite replongée avec Pierre-Olivier Deschamps à la librairie La Une, donc mission sur la lecture publique, enfin sur la lecture en 89-90, commande d'État. Voilà, encore une image de Pierre-Olivier. Une photo de Wüstenberger à la librairie Chan, avec le miroir anti-vol qui masque la personne sur son escabeau. Alors, Kertész, photographe hongrois très, très connu. Sur la page de gauche, c'est des images de Kertész, des images très tôt. Alors pourquoi je montre ça? Parce que les supports, les outils qu'on utilise pour le livre, pour écrire, qui utilisent les écrivains, peuvent être le pinceau, la plume, et les machines à écrire. Et les machines à écrire ont souvent inspiré donc la Kertész. Là, une image de François Collard, celui qu'on a vu dans les fascicules de La France Travail. Mais ça, c'était une publicité. C'était une image publicitaire pour Hermès. Et toujours ce clavier de machine. Alors, le modernisme là des Américains, une photographie de Ralph Steiner, dans les années 30 aussi, où tout ce qui était comme ça du domaine de l'écriture, de l'ombre, les jeux d'ombre et lumière et tout, évidemment, prennent toute leur importance dans la photographie et sont en lien avec le livre. Et pourtant, à la même époque, vous avez cette photographe française, Laura Albin-Guillot, qui continue à être presque dans le style, je dirais presque du pictorialisme. Ça a été une des dernières, pourtant on est en 47, et elle continue à faire ces images un petit peu diaphanes, un peu éthérées comme ça, avec beaucoup de symboles dedans, qui viennent s'inclure dans la bibliothèque. Et puisqu'on voit des petites statuettes dans une bibliothèque, en voilà une autre, photographiée par Edmund Engelmann en 1938. Est-ce que vous pourriez avoir une idée, si je vous dis que c'est à Vienne, et que ça a été photographié de toute urgence, à qui pouvait être cette bibliothèque et ce genre de collection? Sigmund Freud. Sigmund Freud, bien sûr. Et Engelmann a photographié tout l'appartement, absolument toute la maison, l'appartement de Sigmund Freud, pas seulement ses bibliothèques et ses bureaux, mais vraiment tous les couloirs, 3 jours, je crois, ou 2 jours avant que Freud se décide enfin à partir, puis à passer par différentes escales, aidé par la princesse Bonaparte, etc., jusqu'à arriver à Londres. Donc ce recueil, si vous voulez, et Freud collectionnait, et les bibliothèques c'est aussi une forme de collection, bien sûr, collectionnait beaucoup de ces figurines comme ça, vous voyez, et en même temps, c'est ça qui me plaît dans les bibliothèques, vous voyez toujours apparaître, viennent se rajouter des éléments. C'est-à-dire qu'il y a des livres, mais quand on a une bibliothèque, souvent on la fait vivre avec des objets aussi, qui ne sont pas forcément liés au livre et qui viennent comme ça se rajouter. Donc ça, c'est celle de Freud, et ici photographiée par Grete Stern, en Argentine, qui est un autre pays évidemment de la psychanalyse important, pour la revue Idilio. Elle faisait des photos de rêves, elle essayait de faire figurer ses rêves en photographie, et donc vous voyez qu'elle utilise aussi les livres, et là ça s'appelle Rêves de fruits, et elle s'auto-figure comme ça, dans une espèce de montage un peu surréaliste, dans sa bibliothèque, dans la bibliothèque.
Alors les bibliothèques, je dis, il y a souvent des images qui viennent s'y accrocher. Ici, vous avez un charmant jeune homme qui était devant sa bibliothèque et qui est accompagné par un petit Hongrois qui a l'air un peu malheureux, photographié par Werner Bischoff, et en 1947, cette photo-là. Alors je peux vous dire, parce que c'est une photo de moi il y a quelques années, vous pouvez l'imaginer, que cette image-là, elle vit avec moi et elle m'a suivi dans tous les zigzags de ma vie, géographique, enfin dans tout ce qui s'est passé dans ma vie, depuis plus de 50 ans. Cette image, cette petite carte postale de Werner Bischoff avec ce petit enfant hongrois m'a toujours accompagné et continue à m'accompagner toujours. Alors, dans les choses comme ça qu'on peut trouver dans les bibliothèques, parfois on trouve des éléments. Ici, vous avez une bibliothèque, c'est ce qui m'a un petit peu frappé, vous avez des tas de livres consacrés à la photo, la chambre claire, Régis Durand, voilà, les images mondes, etc. Et ce portrait, voilà, d'un académicien, enfin d'un membre de l'Institut, plutôt jovial, avec sa cigarette. Donc, c'est une photo que j'ai prise en rencontrant cette bibliothèque. Et je l'ai adressée à la personne dont c'est la bibliothèque, et qui a eu l'amabilité de la photo que je lui avais envoyée à proximité. Mais quand on monte d'un rayon, c'est ça qui est fantastique dans les bibliothèques, c'est que parfois, selon ce qu'on regarde, on en voit une fraction ou une autre. Donc là, on voyait des livres de photos avec un gars, là, on retrouve ce gars et tout. Mais quand on monte, on se rend compte que, voilà, on va chercher des Marcel Duchamp et puis des objets qui n'ont plus rien à voir avec l'académicien jovial qui est là. Et comme ça se constitue l'image en photo, l'image photographique qui s'additionne les uns aux autres. Alors pour des livres qui s'additionnent, voilà, cette photo de Jean-Pierre Sudre. Jean-Pierre Sudre, c'est un photographe qui est mort maintenant, chez qui j'ai eu la chance de faire un stage, qui était très poétique. Il a fait beaucoup de photographies assez surréalistes aussi. Et en 60, avant qu'il passe vraiment le côté créatif, il avait fait cette photographie qu'il a intitulée Le monde sur les livres. Voilà, à cause de le globe qui est placé au-dessus des bouquins. Et à peu près à la même époque, là en 1946, Édouard Bouba, dont vous avez sûrement entendu le nom, c'était celle qui est devenue après d'ailleurs sa femme, qui avait fait des études de graphisme de photo avec lui. Elle est là, il la photographie, là aussi avec un bouquin ou un cahier, c'est la chose normale. Alors parfois on a des images plus étranges aussi, une image d'Arthur Tress comme ça, qui montre une petite fille avec à la fois ce chapeau un peu particulier comme ça, à New York, et en train de s'appliquer à sa lecture. Donc Arthur Tress était assez spécialiste de ce genre d'image un peu décalée comme ça. Oui. Alors là, on n'est plus dans la mission photographique, on est dans une autre forme de livre, mais je ne pouvais pas l'indiquer sur. On parcourt ce petit voyage qu'on fait ensemble autour de la manière dont les photographes ont vu les livres. C'est le chantier de la Bibliothèque nationale, la nouvelle Bibliothèque nationale, c'est la Bibliothèque François Mitterrand. Et vous savez que le choix architectural a été d'avoir des éléments de construction qui ont eux-mêmes la forme de grands livres, de très grands livres. Donc j'ai quelques photos comme ça, un recueil de photos sur le chantier, au moment où ça se monte, et ces piliers, tout ça vont finir par devenir, voilà, des livres, de gigantesques livres ouverts. Alors vous voyez, entre le livre qui était calé sous le talon de la modèle du peintre et puis ces livres qui se dressent dans le ciel parisien, on a quand même de quoi voyager beaucoup. Et ça, c'est un texte, le Magny a été un des premiers conservateurs de la BNF, un des premiers conservateurs de l'estampe et de la photographie, c'est le même secteur, ce qu'on appelle le cabinet des estampes et de la photographie, à vraiment s'intéresser et à structurer un petit peu la question de la conservation et du patrimoine photographique en France et à la BNF en particulier. Quelqu'un qui a joué un rôle très important dans les années 80. Comme ça. Alors, ici, on est dans une imprimerie, vous vous rappelez des imprimeries de François Collard, beaucoup plus moderne, c'est l'imprimerie d'un éditeur allemand, Steig. Steig est spécialisé dans le livre de photographie. Dans le livre de photographie,
Il fait venir les photographes avec qui il fait des livres, il reste en résidence chez lui, et il reste pendant 1 semaine, 2 semaines, et ils conçoivent le livre ensemble. Et il a confié à un photographe qui s'appelle Koto Bolofo le soin de montrer un petit peu quelle était la vie de l'imprimerie Style. Alors, je passe assez vite, mais il ne faut jamais oublier qu'on n'aurait pas de livre si on n'avait pas ces choses-là, des gens qui travaillent, qui manipulent du papier, des encres, des machines extrêmement complexes, qui les emballent pour que ce soit diffusé chez des libraires. Le problème de la diffusion, c'est quelque chose d'important. Tout ça fait partie de l'univers du livre, évidemment. Voilà, qui classe aussi les documents, les originaux, scanne, nettoie les choses, enfin bon, vous voyez toutes les traces d'encre aussi, toutes les couleurs. Et dans les imprimeries, il y a toujours le mouvement. C'est toujours les machines, ça bouge tout le temps. Il faut porter les choses, sortir, alimenter, etc. Voilà, et il y a du rejet aussi, il y a de la coupe. Alors, on n'avait pas fait de politique, on va en faire un petit peu. 3 présidents. Vous allez dire pourquoi dans le montage sur les livres? Précisément parce que, comme vous le constatez, ils n'ont pas jugé nécessaire de se montrer. Alors, quand je dis 3 présidents, c'est les portraits officiels, les fameux portraits officiels, mais vous ne voyez pas apparaître l'ombre d'une ligne ou d'un livre chez eux. Ce qui n'était pas le cas chez les précédents, qui eux, vous voyez, sont en tenue de grand apparat dans la bibliothèque et ont absolument tenu à se faire portraiturer comme ça. Alors avec une différence quand même, le grand Charles a pris appui sur les livres, sur son guéridon, alors que Georges, c'était en auteur de l'anthologie de la poésie française, il aurait au moins pu avoir son bouquin sous le... Non, là, il s'est contenté de poser sa main comme ça. Alors ça, c'était les anciens. Et François Mitterrand. Alors François Mitterrand, vous savez par qui a été fait ce portrait? Cette femme qu'on a écoutée tout à l'heure, Gisèle Freud. Il a beaucoup tenu à ce que ce soit Gisèle Freud qui fasse le portrait. Et il avait en main, alors j'ai recherché, il y a quand même 2 versions. D'une part, on dit parfois les mots et les choses de Michel Foucault, et plus souvent le Capital de Karl Marx, dans le portrait officiel. Alors il y a peut-être eu plusieurs vues, donc là je ne sais pas, mais en tous les cas, ce sont les 2 bouquins qui ont été retenus par Mitterrand quand il a demandé à Gisèle Freud de faire son portrait officiel. Elle était très très contente, très fière évidemment de le faire, parce qu'elle a toujours aussi été engagée très politiquement, et pour elle ça représentait quelque chose d'important. Alors, vous le reconnaissez, je ne le présente pas. Et là, je suis par contre obligé de prendre mes notes parce qu'il ne m'intéresse pas assez pour que je sache. Alors, la photographie a été faite par Soisic de la Moissonnière. Ça me revient, c'est un nom très courant, vous voyez. Soisic de la Moissonnière. Et il avait d'un côté L'étranger de Camus et de l'autre côté Les Misérables de Victor Hugo. Voilà, vous savez tout sur notre... alors, c'est le portrait officiel, je crois, de la première, je ne sais pas s'il en a refait un deuxième, pour la 2e élection, je ne sais pas. Je suis dans les temps, Emmanuel? Ah ben c'est fantastique, parce que j'approche de la fin. Pour une fois, on ne va pas me reprocher d'avoir été trop long. J'en reviens pas, c'est la première fois que ça m'arrive. Mais bon, vous avez vu que j'ai mis du rythme maintenant. Alors, écoutez bien là, il y a du son. Alors, ah oui, mais j'avais oublié, il parle en chinois, donc. Bon. Regardez bien. Alors, cet artiste chinois, Lu Biolin, qui est né en 78, c'est un artiste dont vous avez vu à la fin du petit montage vidéo, et il le dit lui-même, son studio, son atelier a été détruit par le gouvernement et tout, donc il a décidé de vivre sa vie ailleurs. C'est quelqu'un qui est absolument extraordinaire parce que, vous avez vu, il se figure lui-même dans des quantités de situations. Ce sont des autoportraits, alors il a des assistants bien sûr, mais où il va complètement disparaître dans une photographie. Hein. Alors vous avez vu, on lui met de la colle, des choses, puis on ajuste, c'est tout un travail. Il y a une vidéo plus longue, si vous voulez, vous pourrez la trouver sur YouTube, où on voit vraiment, parce qu'ils font un quadrillage pour être sûr de coller les morceaux et tout.
Et vous voyez une loupe violine ici qui apparaît. Voilà, tout son travail photographique, alors ça peut être avec des livres, ça peut être dans la nature, avec des arbres. Il a fait pour les Champagnes Rodereur qui ont chaque année une bourse pour des photographes. Ils lui ont accordé, il a fait dans les vignobles, il s'est transformé en vignoble, enfin en cèpe, etc. Il est dans les caveaux, enfin dans les chais aussi. Il s'intègre, alors c'est un boulot énorme, mais il est absolument extraordinaire. Moi, ça me scie toujours quand je vois ces images, parce que c'est Comment il s'appelle? Lou Bioline. Regardez-le là, dans le coin. Ah oui. Alors ça, il a fait ça, c'était une année où il a travaillé essentiellement sur l'Italie. Il voulait montrer, mettre en valeur le patrimoine culturel de l'Italie. Alors il a joué sur les différentes choses comme ça, aussi sur des architectures, des choses comme ça. Mais si ça vous intéresse, vous cherchez, vous verrez, il a une variété de situations. Et parfois c'est extrêmement troublant. Et quand on le voit en réel, moi j'en ai vu par exemple à Vevey en Suisse en extérieur, des très très grands formats qui reproduisaient ces trucs, on se demande parfois vraiment où il est. On sait qu'il est dedans, mais on le cherche, quoi. Je veux dire, c'est alors une autre manière d'appréhender le monde du livre. Alors on retombe dans notre commande avec une image de Gaobo et qui montre Jean Calvet, qui est un des biographes les plus importants de Roland Barthes. C'est vraiment un des experts de Roland Barthes, Jean Calvet. À une époque où il était très classique chez les écrivains, d'être fumeur de pipe aussi en même temps. Tout ça, ça disparaît un petit peu. Encore une photo de Hugues de Furstenberg quand il travaillait à la rédaction au Parisien Libéré sur la manière dont les journalistes travaillent. Gérard Moufferras au parc de la Villette. Alors je vous avais dit qu'on retrouverait, c'est pour ça que j'ai mis tout à la fin, vous savez, ma première petite image sur la plage de Valras avec la boîte à livres et le cycliste qui passe à 7h du matin chercher ses livres. Et là, vous voyez des petits enfants à vélo qui lisent, en tous les cas le passager casqué lit. C'est donc bien, on arrive bien vers les images de la fin de notre petite aventure. Alors une autre forme de lecture, comme ça, avec les avions qui traînent leur banderole. Et ça nous amène à ce qui justifie cette petite conférence. Voilà, là vous êtes au courant déjà, que tout à l'heure, à 18h, on inaugurera l'exposition qui s'appelle Le livre, la ligne et le chemin, qui comprend une partie importante, mais on l'expliquera mieux tout à l'heure, qui a été faite en collaboration avec un poète qui est là, un écrivain qui est là, Jacques Moulin, et on nous en parlera. Il y aura la rencontre le 16 décembre, c'est un mardi, voilà, à 18h, avec Jacques aussi et moi-même, et qui sera animé par Emmanuel Antoine, parlera, je pense, de la manière dont se sont croisés nos regards, nos manières de sentir les choses, et puis comment produire un résultat quand on travaille à deux sur des pistes qui sont quand même à la fois disjointes, enfin parallèles et en même temps qui de temps en temps se rejoignent. Et puis, sachez que le CEPAGRAP peut vous proposer un jeu de cartes, enfin il y a quelques cartes postales qui reprennent des photos de l'expo, et à chaque fois avec un petit texte de Jacques Moulin sous chaque image, et qui sont vendus voilà, par le CEPAGRAP, soit l'unité, soit le jeu de 5, vous verrez ça. Voilà. Et l'affiche, je dois dire, c'est quand même le citer, c'est un détail, si vous voulez, d'une bibliothèque beaucoup plus grande où des œuvres ont été remplacées par des flacons de pharmacie, et l'œuvre s'appelle La pharmacie littéraire, et c'est une œuvre d'un Suisse qui s'appelle Peter Futrich, et cette œuvre, elle est à la fondation Jan Michalski, qui est une fondation pour les écrivains, enfin qui a fait des résidences d'écrivains et tout, et qui a une bibliothèque absolument internationale, une bibliothèque internationale sur, je crois, 6 ou 7 étages, enfin très, très haute, très grande, et cette bibliothèque complète, elle est en pharmacie littéraire et dans le hall d'entrée de cette fondation.
Eh ben, merci de votre attention. C'était c'était. S'il y a des questions, des remarques, alors je sais que tout n'a pas été couvert, hein, mais on m'a demandé de tenir dans les temps, donc j'ai fait un effort, et j'en ai enlevé parce qu'il y en avait plus. Mais si vous avez ou des questions, des remarques ou des choses, bon, comme je vous l'ai dit, hein, c'était pas didactique, c'est vraiment des petits sauts comme ça dans l'univers du livre avec différents aspects. Mais voilà, je suis à votre disposition si vous voulez. Sinon, on se retrouve dans quelques... Je ne sais pas comment s'organisent les choses ensuite.